Doc et José Arsenault. Bonjour. Bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Madame Arsenault. Doc Mayou, tout nous amenait aujourd'hui à parler à poser cette question très intéressante parce que moi, c'est le genre d'histoire que j'aime particulièrement, les histoires plein d'embûches, d'obstacles qui finissent bien. Et aujourd'hui, notre question, je vais la poser tout de suite, puis on va expliquer d'où ça vient. À qui ou à quoi attribuez-vous votre réussite alors que tout vous prédisposait à l'échec? Sans se parler, Doc Mayou et moi, on avait comme ce sujet-là en tête. Moi, pour commencer, c'est l'émission La Voix d'hier qui m'a inspirée. Oui. Rapidement, Yama Laurent. Elle a vécu une enfance très difficile en Haïti avec son père dont elle a beaucoup de difficultés à parler. Elle a grandi dans une maison avec son père, ses 16 frères et sœurs. Le pattern, là, son père faisait un enfant et une femme, écartait la femme après l'accouchement puis gardait l'enfant pour lui. Et sous-entendu dans l'émission que son père maltraitait ses enfants puis faisait rien pour les aider. Et elle a qualifié la maison où elle a grandi comme l'enfer sur terre. Après le tremblement de terre en 2010, sa maison a été complètement détruite. Elle est revenue au Québec pour renouer avec sa mère. Elle ne l'avait pas vue depuis une dizaine d'années et maintenant, elle étudie en médecine, études payées par sa mère avec son salaire de vendeuse de vêtements usagés. C'est une belle histoire. Tout la prédisposait à l'échec. Ouais. Et là, elle renoue avec sa mère. Elle étudie en médecine. C'est pas rien, là. Ouais. Il y a, pour les sportifs, Nick Foles, joueur par excellence du dernier Super Bowl avec les Eagles. Il a eu une saison difficile en 2015. Il est libéré par son équipe, se retrouve sans emploi. Il a décidé de prendre quelques jours de vacances. Il est parti pêcher et camper avec son beau-frère Ryan. Et c'est Ryan, en discutant avec lui, qui l'a convaincu d'essayer une dernière fois. Alors, Foles a accepté une offre d'1 an pour aller rejoindre un ancien entraîneur à Kansas City. Bref, en tout cas, tout ça pour vous dire que là, tout l'amenait à l'échec parce que le corps partant s'est gravement blessé au genou à la fin de la saison. Les analystes de football partout aux États-Unis disaient que c'était fini pour les Eagles. Et finalement, on connaît l'histoire. Nick Foles, joueur par excellence du dernier Super Bowl avec les Eagles. Selon lui, c'est Dieu qui l'a aidé. Moi, je féliciterais plutôt Ryan, son beau-frère, d'avoir été là au bon moment. Et vous, pendant ce temps, vous êtes tombé sur un article dans le journal Le Soleil. Exact. Voulez-vous en parler? Ce matin, c'est très simple. C'est que il y a des YMCA au Québec qui ont décidé de tenter un programme de mentorat, d'instaurer un programme de mentorat et de mesurer les résultats. Je ne connais pas tous les détails, mais force est de constater qu'après 6 mois de leur histoire de mentorat, il y aurait 86% des jeunes qui ont participé, qui avaient amélioré leur comportement et 64% d'entre eux ont développé aptitudes, talent et relations positives. C'est incroyable. Et là, c'est incroyable. Pensez-y comme faux. Si c'est vrai, c'est renversant. Mais je vois pas pourquoi ça serait faux, là. C'est-à-dire, si cette étude-là est dupliquée par d'autres groupes, et ce n'est pas une histoire de faire de la pub pour les YMCA, si cette histoire-là est dupliquée par une autre organisation, ça pourrait être quasi la découverte du siècle, là. Je continue. On nous mentionne dans le Soleil de ce matin, une présence au bon moment renforce donc chez les jeunes la confiance et l'estime de soi. De plus, le développement d'une relation positive avec l'adulte qui sert de modèle se fait sentir dans la baisse des conflits dans leur milieu, dans leur milieu de vie ou dans leur vie familiale, ainsi que dans leur assiduité à l'école et l'amélioration de leurs résultats scolaires. À long terme, les jeunes sont aussi outillés pour faire face à l'adversité. Écoute, là, c'est un peu difficile de parler de long terme. Oui. Parce que José, ça a duré 6 mois. Là. Ils ont mesuré les résultats après 6 mois. Alors, tout ça pour vous dire que les enfants qui réussissent ont souvent bénéficié d'au moins une relation stable et engagée avec un adulte bienveillant. On n'a pas dit un parent, un adulte bienveillant.
Et ça fait, je l'ai dit tantôt encore avec l'équipe du matin ici à Québec, ça fait combien d'années vous dites ça? C'est parents substituts, mères substituts. 35 ans. Ça confirme. 35 ans que je parle de substitut parental, c'est-à-dire un adulte bienveillant qui s'intéresse aux gamins. Ça peut être un grand-parent, ça peut être un parrain-moraine, un oncle, une tante, un ami de la famille, une enseignante, un professeur, un entraîneur sportif, certains grands frères, grandes sœurs. Mais c'est ça tantôt quand on se discutait ensemble. Là. Ça me faisait penser un peu dans le temps des grands frères. Mais les tabarnouches de pédophiles se sont mis le nez là-dedans, fait que ça a tout comme discrédité, puis c'est comme si là, moi, avoir un enfant, un petit gars, je l'aurais pas envoyé avec un grand frère, comprenez-vous? Parce que on a trop entendu d'histoires. Alors, les pédophiles ont infiltré toutes les organisations qui s'occupent d'enfants. Et la grande nouvelle en fin de semaine, imaginez-vous donc que Oxfam est pogné avec l'infiltration pédophiliaque. Ah oui. Ils sont partout, c'est du chien d'aile, Ils sont dans le hockey, ils sont dans le patinage artistique, ils sont dans les sports où les jeunes sont également. Dans la médecine, dans l'ostéopathie, dans tout. C'est ça. Mais malheureusement, ils prennent la place, mais fort heureusement, il y en a des vrais, avec de bonnes intentions, qui sont là pour aider les jeunes. Et ce que l'étude a démontré, l'étude publiée par le YMCA, c'est que ça a tout qu'un résultat après 6 mois. Ouais. Et en même temps, comme je vous dis, tout nous amenait à parler de ça. Moi, ce qui m'a aussi interpellée ce matin, c'est le sondage concernant la moitié des décrocheurs qui disent avoir été victimes d'intimidation. Mais bon, là, c'est pas ça qui me surprend. Mais regardez là, la statistique. 52% parmi les décrocheurs ont été victimes d'intimidation. 51% vivaient des conflits dans la famille. Moi, je me dis, il y a personne qui a fait le corollaire, mais c'est sûr que si tu t'es vulnérable à la maison, tu dois être vulnérable à l'école. Ça doit aller ensemble, là, veux pas, là. Exact. Et il y a un chiffre qui, parce qu'on en a parlé sur Sherbrooke, écoute, 75% des décrocheurs s'ennuient à l'école, mais, les amis, attachez bien vos tucs, 67% des décrocheurs aimaient l'école au primaire. Il y a un problème, là. Est-ce que le problème est à l'école ou le problème est à la maison? Ou le problème, parfois, est aux deux? Écoute, indéniablement, il y a des enseignantes qui sont plates à mourir. Et des enseignants. Oui. Parce qu'au primaire, c'est principalement des femmes. Au début secondaire, beaucoup de femmes. Vers la fin du secondaire, ça s'équilibre. Mais 67% aimaient l'école au primaire. Fait on ne mettra pas ça sur la faute des mères, là? Des enseignantes, je veux dire. Oui, mais entre autres. Mais, exact. Alors, il y a des raisons. Qu'est-ce qui se passe à la maison entre le primaire et le secondaire? Si ce n'est l'abandon parental. Il y a beaucoup de mères qui ferment les livres concernant leur adolescente lorsqu'elle débute sa puberté, c'est-à-dire commence à avoir des seins et a ses menstruations. Ah, je veux pas entendre ça. On n'a pas le choix de se poser ces questions-là. Ouais. Alors, il y a beaucoup de pères poteux, puis picoleux le soir, avec le petit 6-pack. Alors, pour les garçons, c'est catastrophique à 12 ans. Alors, on va aller à la pause tout de suite. Et au retour, à qui ou à quoi attribuez-vous votre réussite alors que tout vous prédisposait à l'échec? Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Aujourd'hui, dans l'émission... On a des petits problèmes techniques, c'est réglé, ça c'était de ma faute. Il se peut qu'il y ait un petit décalage, on a eu des petits problèmes techniques. En tout cas, on va laisser les techniciens, les spécialistes s'occuper de ça. Puis nous autres, on va s'occuper d'animer notre émission, Doc Mayou et moi. Aujourd'hui, dans notre question... C'est pas évident, hein? Ça demande une réflexion, sérieusement. C'est à qui? Aujourd'hui, ce serait plus ça que le quoi, là. À qui attribuez-vous votre réussite alors que tout vous prédisposait à l'échec? Qui a cru en vous? Qui était là pour vous accompagner, pour vous aimer, pour vous faire confiance? C'est un peu ça, dans le fond, hein? Qui était là pour votre intérêt à vous? C'est un prof? C'est un coach? C'est une grand-mère, un grand-père? C'est
ça mérite réflexion. Puis surtout, je pense qu'en entendant vos histoires, ça nous aide dans notre période contemporaine avec nos jeunes d'aujourd'hui de voir l'importance qu'on peut avoir sur nos jeunes. Oui, parce que ce qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'il y avait un nombre aussi important de jeunes négligés par leurs parents, abandonnés par leurs parents, méprisés par leurs parents, dénigrés par leurs parents. Alors, ces jeunes-là sont voués à l'échec. À moins qu'ils aient une force intérieure qui sort de l'ordinaire, mais la chance de rencontrer sur leur chemin un adulte bienveillant qui va établir avec eux une relation stable et engagée. Engagée dans le sens que tu viens de dire, dans le sens de leur meilleur intérêt. Et ça peut faire rapidement, d'après l'étude du YMCA, ça peut faire rapidement une grosse différence. Alors, ceux qui ont été maltraités, traités injustement, méprisés par leur famille, ne vous découragez pas si vous êtes à l'écoute. Essayez de regarder autour de vous s'il n'y a pas un adulte qui a de l'allure, un adulte bienveillant, c'est un adulte qui a de l'allure, qui est prêt à vous accepter et à vous accompagner dans votre cheminement. Puis des fois, c'est pas nécessaire que ça ait été tout au long de notre vie. Hein? Des fois, c'est à un moment en particulier. Semble-t-il, d'après si les données des YMCA du Québec sont exactes, 6 mois d'intervention, une relation de 6 mois engagée avec un adulte qui a de l'allure aurait un gros impact positif. C'est toute qu'une nouvelle, là. Si cette nouvelle-là est confirmée, chers auditeurs, on vient de s'ouvrir une voie pour compenser le mauvais parentage beaucoup trop répandu au Québec. Le Québec, on peut le dire, en faire une généralisation, le Québec haït les enfants. Bon, c'est-à-dire que la majorité des parents sans dessin, c'est-à-dire les parents sans dessin sont majoritaires et c'est une minorité de parents qui sont bienveillants avec leurs enfants. On a une auditrice sur la page Facebook, le Doc Mayou et José. Elle dit, pour ma part, je vais prendre la question à l'inverse. Mais la réponse reste la même, moi et mes choix. J'ai l'impression, jour après jour, de tout rater, alors que j'avais tout pour réussir au départ. Je ne peux en vouloir qu'à moi et aux choix que j'ai faits dans ma vie. Ceux qui réussissent dans tous les domaines n'ont que à féliciter, car tu as beau avoir tout ou presque rien, au contraire, il faut savoir l'utiliser et le faire fructifier, faire les bons choix. Bon, alors, chère auditrice, demandez-vous comment se fait-il que vous avez tout raté alors que vous aviez tout pour réussir. Et je vous informe que si vous entreprenez cette démarche d'introspection dans votre passé, vous allez être surprise. Je vous préviens, attendez-vous à une surprise majeure. Mais la question aussi, c'est quoi pour vous avoir tout pour réussir? Ça aussi, la question peut se poser. C'est pas parce que tes parents ont de l'argent que tu as tout pour réussir, là. C'est pas parce que tu as une belle maison, une belle chambre décorée, là. Alors, il arrive que des êtres humains soient mal barrés de naissance, avec des personnalités tout croche, des traits de caractère mal adaptatifs, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire des individus qui seront jamais à bonne place au bon moment, puis pour la bonne raison. Alors, ça existe, mais c'est un faible pourcentage. C'est pas la majorité, là, qui ont des personnalités tout croche. Alors, on parle de TPL, puis de troubles de personnalité, puis de l'axe 2, puis le cluster B, puis... Alors, il y a tout un langage, là, pour dire que quelqu'un est mal né. Peu importe ce qu'on va lui offrir, il va bousiller tout. Bon. Maintenant, là, vous êtes en train de nous dire ça, madame. Est-ce que c'est vraiment le cas? Allons-y voir de plus près. On a Manon, elle a écrit, elle dit je ne sais pas, mais il y a souvent eu quelqu'un qui m'a aidé. Ben, c'est ça la réponse, là. Elle dit, quand j'ai eu mon travail, mon gestionnaire agissait avec moi comme un père. Fait que elle, c'est au niveau adulte en plus, là. Oui, jeune. Oui, à l'adolescence ou jeune adulte. Ou adulte. Fait que ça peut être une bonne personne, même au niveau adulte. Ça peut être réparateur, ça peut être... Définitivement. C'est ce que l'étude du YMCA semble dire.
Et ça paraît après 6 mois, pas après 10 ans, après 6 mois. La présence d'un adulte bienveillant stimule, mobilise l'être humain qui a du potentiel. En fait, c'est à ça que ça sert un psychologue, à être cette personne-là. À être cette personne-là qui écoute, qui juge pas, qui est là pour toi. C'est un peu ce rôle-là, sauf avec un diplôme. Est-ce que tous les psychologues sont bienveillants? Est-ce que tous les psychologues et les travailleuses sociales sont capables de bienveillance? La question se pose. Alors, on va devoir les étudier et étudier leurs résultats. Comme ce qu'a fait le YMCA. Alors, si, c'est pour ça que je mets un si, je mets un bémol. Si l'étude du YMCA est valable, a été bien faite, a bien mesuré ce qu'elle devait mesurer. Si l'étude a été bien faite, les psychologues et travailleuses sociales vont devoir faire le même cheminement. Puis il n'y a pas de l'air à avoir des médicaments là-dedans, là, en plus, là, pour les aider, hein? C'est bienveillance. Les pilules du bonheur, là, je pense que ça a été une époque. Il y a quelqu'un qui voulait savoir, vous croyez, qu'est-ce que vous pensez de la loi de l'attraction? À un moment donné, c'était très à la mode, là. Tu sais, le livre Le Secret. Non, je connais pas la loi de l'attraction. Qu'est-ce que c'est, cette loi-là? Mettons que tu maigrais de 30 livres, là, tu marques sur ton frigo, je vais maigrir de 30 livres, puis tu vas maigrir de 30 livres. La pensée positive. Je mets ça à sa plus simple expression, là, ça peut être plus que ça, là, mais de la visualisation positive, etc. Là. Tu lances ça dans l'univers, puis... Non, ça vaut rien, ça. Ça prend la présence d'un adulte bienveillant. Une bonne personne. Rouvrez les yeux et regardez autour de vous. Mais ce qui arrive, c'est que c'est facile à dire. Si tu as 2 parents vivants, ça va pas ton affaire. Et que tu ouvres les yeux, puis que tu te cherches un adulte bienveillant, comment vont réagir les 2 parents malveillants, mais qui se pensaient bienveillants? La bonne femme, elle va appeler à tous les jours. Elle va bouder. Il va se passer quoi? Je vais être tordu un peu, mais vous m'amenez à quelque part, là. Ça se peut-tu des fois que la personne bienveillante, là, les parents, ils l'haïssent. Ils l'aiment pas. Parce que j'ai des histoires qui me reviennent en tête, moi, des gens qui n'avaient pas nécessairement les parents adéquats, là. Oui. Il y avait une personne significative, puis les parents ont tout fait pour briser la relation entre la personne significative et celle qui en avait besoin. C'est fréquent. C'est de la jalousie, c'est vouloir tout contrôler, c'est... Tout ça et plus, méchanceté, utilisation, manipulation. Là, il y a une majorité de parents à des degrés différents qui sont de mauvais parents. C'est notre histoire. Les bons parents bienveillants pour leurs enfants sont minoritaires, d'après moi, au Québec. On n'a jamais étudié le phénomène, mais on s'en vient, là. On s'en vient avec les études, les histoires de décrocheurs, puis... Il y en a plusieurs qui parlent plutôt que c'est dû à leur persévérance. Ça, la persévérance, encore là, c'est intéressant parce que ça ne met pas le blâme sur personne. Ben, ça peut exister. Ça peut exister. Alors, il y a des individus qui, contre vents et marées, vont réussir dans la vie avec très peu d'input, avec très peu d'influence positive de l'extérieur. Parce qu'ils ont une force intérieure absolument là, incroyable. Mais c'est un tout petit pourcentage, José. Savez-vous quoi? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est un sujet qu'on peut discuter, mais qui est plus difficile pour les auditeurs. Parce que ça demande vraiment, comme vous dites, là, ça prend une réflexion. Il faut regarder aussi d'où on vient réellement. Oui. Aujourd'hui, là, qui vous a écrasé, ça serait plus facile, je pense. Et la première... Tout le monde appellerait. Oui. Mais qui vous a aidé, c'est plus dur. Oui. Puis là, il y a toute l'influence de Dieu, puis la pensée magique. Et il y a l'auditrice, la première, est très interpellante. J'ai tout raté, malgré que j'avais tout pour réussir. Ça se peut comme pas, hein? À très peu. Et ce que j'ai découvert en psychanalyse, c'est que les mauvais parents
convaincre les enfants que s'ils échouent, c'est à cause d'eux. C'est parce qu'ils n'ont pas fait les efforts, ils n'ont pas été assez persévérants, etc., 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 et qu'ils avaient tout pour réussir. Alors, les mauvaises mères dépensent beaucoup d'énergie à convaincre leur progéniture qu'elles ont toutes faites. C'est sournois, hein? Pourquoi tu penses que je dis depuis autant de temps que l'hypocrisie est avant tout une affaire de femmes au Québec? On a une culture de l'hypocrisie. Il n'y a pas uniquement au Québec, là. J'écoutais hier un ministre des Affaires étrangères du Qatar en entrevue à CNN avec Farid Zakaria. Et je peux te dire que le discours était d'une hypocrisie consommée. Alors, il y a des hommes qui sont capables d'être hypocrites aussi. Mais au Québec, on a malheureusement une propension à tolérer l'hypocrisie féminine. Et c'est nuisible pour nos jeunes, c'est nuisible à notre collectivité, à notre devenir comme nation. On a une belle histoire au retour que je vais vous raconter. Marie-Josée nous a écrit. On va aller à la pause, mais j'aimerais beaucoup vous entendre. Étiez-vous mal parti? Étiez-vous mal barré? Puis à un moment donné, il y a une personne qui est arrivée dans votre vie, un coach, un prof, une tante, une personne significative qui était là pour vous. Puis qu'aujourd'hui, avec le recul, il faut dire, cette personne-là m'a aidé à devenir qui je suis aujourd'hui. José Arsenault, au réseau Cogeco. Aujourd'hui, dans l'émission, c'est un exercice qui est pas facile, hein, Doc Mayou. Tu sais, comme tu poses la question, à qui attribuez-vous votre réussite alors que tout vous prédisposait à l'échec? Ben, ça fait en sorte, cette question-là, que malheureusement, tu dois regarder tes parents comme étant défaillants, comme étant inadéquats. Ben oui, c'est implicite. C'est implicite parce que à qui attribuez-vous votre réussite? Ça veut dire qu'il y a eu une négligence parentale. Alors, vous ne pourrez pas attribuer ça au bon parentage que vous avez reçu. Ouais. Alors, implicitement, dans notre question aujourd'hui, on suppute, c'est-à-dire qu'on insinue que vos parents ont été incompétents. Alors, si vos parents ont été incompétents, vous avez eu du mauvais parentage, comment avez-vous réussi à vous sortir de cette situation-là? On va aller au téléphone. On a Maggie qui est avec nous. Bonjour, Maggie. Oui, bonjour. Bonjour, oui, Maggie. On vous écoute. Oui. En fait, je veux dire que vous avez raison. Que moi-même, j'étais très mal partie. Ma mère était comme toujours invalide, dépressive, pas là du tout. Mm-hmm. Puis, mon père n'était pas présent à la maison, mais je pouvais le contacter au moment où je voulais et j'avais vraiment l'impression qu'il s'intéressait à moi. Donc, je pouvais l'appeler, même s'il n'était pas là, parler avec lui. Et mon grand-père, lui, était très présent auprès de moi aussi. Et ces deux personnes-là ont fait que j'ai réussi dans ma vie. Oui. C'est deux hommes qui ont été bienveillants à votre égard? Oui. Mon père et mon grand-père maternel. Et aussi, au travers de mon chemin, j'ai rencontré d'autres gens aussi, là. J'ai eu affaire à la DPJ, qui, en grosse partie, a été une expérience très négative, sauf pour une travailleuse sociale qui s'appelait Nicole, qui était une personne extraordinaire et qui m'a accompagnée et qui m'a défendue. Puis, juste qu'elle a essayé de me défendre, en fait, ça m'avait donné un boost incroyable pour continuer. Mais elle vous défendait contre qui? Ben, contre ma mère. Ben voyons, expliquez-nous ça. Ça se peut pas. Nicole vous défendait? Ma mère, oui, mais c'est parce que ma mère, elle disait que moi, je me droguais, que moi, je faisais ci. Puis c'est vrai que je rentrais pas à la maison le soir, ou j'arrivais très tard. Je la fuyais, en fait, là. Fait que, elle m'envoyait en centre d'accueil, ma mère. Elle appelait le DPJ, elle disait que j'étais pas fine, que je faisais ci, que je faisais ça, que je me droguais, ce qui était faux. Pas du temps passant, là. Je me suis jamais droguée. Oh, elle en inventait. Mais attendez un peu. Vous étiez trop dans la maison, vous, là. Pardon? J'ai dit, vous étiez trop dans la maison pour elle, là. Ben oui, en fait, je pense que oui. Mais elle était, comment je pourrais vous dire ça?
Le pire, c'est que je peux pas la blâmer entièrement parce que je crois vraiment qu'elle avait une maladie mentale. Ah oui? Puis quelle maladie mentale fait en sorte que la mère envoie sa fille en centre d'accueil? Expliquez-moi ça, vous. Ben, c'est depuis que je suis jeune. Depuis que j'étais jeune, là, ma mère a toujours été bizarre. Là. C'était pas nouveau là, dans mon adolescence. Ça a toujours Oui, été. mais moi, ça donne que vous parlez à un expert des maladies bizarres, comme la schizophrénie, le trouble maniaco-dépressif. Et je vous pose la question. Ma mère, c'était quelqu'un qui était intelligente, éduquée. Académiquement, mettons, culturellement, c'était pas là son problème. Son problème, il était dans le... Elle pouvait être plusieurs jours où elle avait des comportements bizarres, où elle était tout le temps fâchée, où elle s'imaginait des choses. Oui. Et après, elle revenait comme plus normale. Là, Oui. t'as excusé ou tu fais racheter. Fait que... mais ça a toujours été comme ça. Peux-tu savoir, est-ce qu'elle avait un diagnostic? Est-ce qu'elle... Parce que vous dites qu'elle était éduquée, elle devait savoir où demander de l'aide, puis... Oui, mais c'était un refus total, là. Hein? Oui, il y a beaucoup de personnes. Oui, là-dessus, je suis d'accord avec vous. Particulièrement chez les femmes, comme la... Toutes les autres autour qui n'étaient pas correctes, vous comprenez, là? Oui, oui. C'était pas elle. Mais il y a une chose, il y a la schizophrénie et la maladie maniaco-dépressive rarement est associée avec une demande de mère d'envoyer les filles dans des centres d'accueil. Pourquoi? D'après vous, qu'est-ce qu'elle disait pour justifier sa demande de placement en famille d'accueil? Elle disait justement que je me droguais, que Oui. que je n'étais pas... que je rentrais pas à l'heure, que j'avais une mauvaise fréquentation, des choses comme ça. Et vous étiez rendu à quel âge, là, lorsqu'elle voulait vous placer en centre d'accueil? Au début de l'adolescence, à secondaire 1 ou 2, peut-être. Oui. Ou 14. Oui, ça a duré combien d'années, cette histoire-là? Ça a duré jusqu'à mes 16 ans, où que je me suis détachée complètement d'elle. Oui. Oh, oui. Puis avant que Nicole arrive, justement, la travailleuse sociale dont je vous parlais, les autres écoutaient ma mère puis la croyaient, en fait. Ben, je sais pas s'ils la croyaient tant que ça, mais ils faisaient rien à part faire ce qu'elle demandait. D'après vous, pour quelle raison votre mère tenait-elle tant à vous enfermer dans un centre d'accueil? Au fait, c'est un centre d'accueil ouvert ou fermé? Pardon? Parce que je la confrontais. Ah, vous l'affrontiez? Oh, Oui. mais quelle vilainie! Une adolescente qui affronte sa mère. Ben là, on comprend. Refus d'autorité, révolte. Inadmissible. Depuis quand au Québec que une adolescente désobéit à sa mère? L'autorité doit primer, Maggie. Ben oui, mais écoutez, là. Vous étiez Non, rendu à 16 ans. Oui, là, c'était trop elle, là. Ben, C'est fatal, là. malheureusement, j'ai le regret de vous informer, Maggie, que l'attitude de votre mère de vouloir vous faire enfermer, de vous faire dompter dans un centre d'accueil, avait pas grand-chose à faire avec une maladie, même psychotique. Ah non, mais écoutez, ouais, peut-être. Donc, ça n'empêche que... Parce que j'ai jamais eu de problème à l'école, j'ai jamais eu de problème nulle part ailleurs, j'ai eu des problèmes seulement qu'avec elle, puis pas rien que moi, mon frère et ma soeur aussi, là. Oui. Vous savez, on appelle ça, demi-heure, d'après vous, qu'est-ce qui l'amenait? Qu'est-ce qui la motivait? Pour quelle raison s'acharnait-elle contre vous? Parce que j'avais une relation avec mon père. Oui, ça c'est bon. Et parce que son propre père à elle aimait passer du temps avec moi. Oui, c'est pas mauvais aussi. Et puis... Et ça nous dit quoi d'elle? Ça nous dit quoi d'elle, son acharnement à vouloir vous faire enfermer? Ça nous dit quoi d'elle? Qu'est-ce que ça nous dit d'elle? Oui. Fait qu'elle était pas capable de gérer avec moi, je sais pas. Mais j'étais pas une mauvaise fille, là. J'ai jamais eu de problème nulle part ailleurs, là, à l'école. Est-ce qu'il est possible que vous n'étiez pas une mauvaise fille du tout, mais qu'elle était une mauvaise mère, une femme qui était capable de méchanceté? Ce qui aurait rien à voir... Ce qui aurait rien à voir avec une maladie mentale, une maladie psychiatrique.
Parce que votre histoire, moi, je l'ai rencontrée à maintes reprises dans ma carrière, en dehors de toute maladie psychiatrique. Oui. Hey, merci beaucoup, Maggie. Merci d'avoir pris le temps. Il y a des mères qui peuvent être méchantes. Oh! Vilain Mailloux. C'est triste, hein? Non. C'est un fait. Il me semble que bizarre, c'est hein? plus pratique de dire que c'est à cause de la maladie mentale que de dire que c'est à cause que ma mère est méchante. N'eût été de mon expérience dans les maladies psychiatriques, j'aurais embarqué. Ben oui, c'est-tu pas drôle à cause de sa maladie? Non. J'ai le regret de vous informer, après 38 ans d'expérience dans le traitement des maladies psychiatriques, qu'il n'y en a aucune qui est rattachée à ça. Vouloir enfermer sa fille de 14-16 ans. Ça fait moins mal, se dire ça. Ben oui. On va parler avec Jonathan de Montréal, mais juste avant, je vais lire une auditrice. Elle dit, pour ma part, c'est grâce à mes grands-parents que je suis qui je suis aujourd'hui. Née d'un père alcoolique, parti lorsque j'avais 4 mois et d'une mère dépressive sévère sur l'aide sociale, disons qu'entre une tentative de suicide de ma mère et d'un appel nocturne de mon géniteur au milieu de la nuit, mon avenir n'était pas trop prometteur. Exact. À l'adolescence, mes fréquentations étaient mauvaises. Je consommais des drogues chimiques et l'école était secondaire. J'ai ensuite recherché l'amour d'un homme à tout prix. Je me suis retrouvée dans une relation avec violence conjugale à 18 ans. Puis un déclic, un coup de trop, au visage cette fois. J'ai fait un cri à l'aide et informé mes grands-parents de ce qui se passait. Eux n'en avaient aucune idée. Ils m'ont alors pris en main, payé mes dettes, me faire déménager à 3h30 de route de mes fréquentations malsaines, payer mes études au complet, logement, dépenses, à la seule condition que je me tienne loin de ce monde-là. Me voilà aujourd'hui, ne consommant plus depuis 6 ans, un deck en main, un emploi bien payé, 2 magnifiques enfants et un futur mari merveilleux. Je dois tout à mes grands-parents. Sans eux, je ferais probablement encore le party dans un appartement miteux. Hey, ça m'émeut, cette histoire-là. Je trouve Merci ça d'en témoigner, vraiment madame. beau, là. Ben, c'est l'histoire de beaucoup de monde au Québec, de plus en plus. C'est l'histoire de plus en plus de gens au Québec et c'est important qu'on connaisse des portes de sortie. Il y a quoi comme porte de sortie à la misère? Une personne bienveillante. Wow. C'est beau, les lignes, là, télécoute, puis appeler pour se plaindre, puis se vautrer dans sa misère. Pas sûr que ça donne le même résultat que les grands-parents de l'auditrice. Ouais, mais chapeau, hein, aux grands-parents. Eh oui, bien, c'est ça. Ouais. La cohésion sociale, le lien entre les êtres humains, c'est cela. Ouais. Jonathan, bonjour. Bonjour. Jonathan. Ça va bien? On vous écoute. Je vous avais appelé là quelques temps, mais assez récemment pour mes 2 parents qui avaient des maladies mentales. Oui. Dans ma jeunesse. Puis malgré ces maladies-là, vu que j'ai pas été bien parenté, ben j'ai trouvé des soutiens dans le sport puis dans le travail. C'est simple que ça. Racontez. Et dans ma formation scolaire aussi. Là. Ben, mon père était magnéto-dépressif avec psychotique. Oui. Il s'est suicidé et ma mère avait Vous aviez quel âge? Plus Vous aviez quel âge? Jonathan, lorsque votre père s'est suicidé, c'est important ça. 12 ans. Oh. Et s'est suicidé de quelle façon? Pendaison. Mais il y a eu une enquête là, du coroner, mais ça n'a pas été clair. Oui, c'était une pendaison, mais pourquoi il s'est pendu? Il s'est fait pendre, en tout cas. Oui. C'est compliqué, là, puis je veux même pas le savoir, à la limite. Mais ma mère, pendant... Attendez un peu, il s'est pendu à quel endroit? C'est important, ça aussi. Dans le chalet familial de ma famille, du côté de sa famille à lui. Oui. De ma famille, du côté de mon père. Puis c'était symbolique aussi, là. Ouais. Il voulait les faire chier sûrement, en ce que je pense, mais peut-être c'est pas ça. OK. Allons-y, continuez. Ça, c'était à l'âge de 12 ans. Mais avant ça, il y a eu 6 ans de maladie mentale très intense de mon père, qu'il a fallu que moi-même, comme jeune enfant, que j'ai décidé dans le temps, là, c'était dans les années 70, là, mais je m'en souviens assez bien quand même, c'est que j'ai demandé à la cour de couper les ponts avec mon père. Parce que sa maladie me nuisait. Et ça s'appelle comment, se couper les ponts avec le père, en cours? Je me rappelle plus par cœur, là, mais ça a un numéro de code. Là, Est-ce qu'il est possible que ce soit une requête en déchéance parentale?
Non, c'était pas d'échéance, c'est... OK. vous me posez une bonne question, là, mais... OK, c'était pas allé jusque-là nécessairement. Parce qu'il est possible... Parce que toutes les fois qu'il me visitait, comme moi, j'étais un joueur de hockey, mais à toutes les fois qu'il me visitait, ou les rares fois qu'il venait me voir jouer au hockey, il me faisait honte, ou il était en crise psychiatrique, ou peu importe. OK. Fait que moi, je voulais que ça arrête. OK, vous aviez demandé un interdit de contact? On parle d'interdit de contact et pas nécessairement d'échéance parentale, qui est l'ultime. Non, exact. OK. Interdit de contact, oui, continuez. Mais j'étais grandement influencé par ma mère quand même. Oui. Moi, j'avais honte, mais je voulais pas nécessairement le barrer, mais ma mère, elle, ça passait plus. Bref. Oui. Mais là, de l'âge de 6 ans jusqu'à 12 ans, il était en état de crise, puis il se faisait pas soigner. OK. Fait que ça occasionne peut-être problème financier et tout ce qui s'ensuit, parce que c'est ça que vous avez parlé aussi, que la maladie mentale amène des business, amène la pauvreté, tout simplement. Oui, la misère. Dans un milieu très aisé, puis on est tombé d'un milieu très aisé en quelques années à être sur bien nécessaire. Et qui vous a aidé dans votre entourage? Une multitude de personnes, mais ça a été le travail. J'ai commencé à travailler très, très tôt. Puis j'ai commencé, j'ai toujours été sportif. Oui. Fait que c'est mes entraîneurs, c'est mon encadrement sportif qui a fait que j'ai été structuré. Parce que quand tu veux performer dans le sport, t'as comme pas le choix. Hein. Puis ça m'a fait pour le travail aussi. Je travaillais à temps plein. Fait que j'étais obligé de me lever le matin. Puis j'ai eu des bons boss, puis j'ai eu des bons patrons, puis des bons entraîneurs. Ben, pas parfait, là, mais c'est du monde normal. Oui. Puis, qui avait à cœur votre réussite, oui. Dans mon milieu scolaire, j'ai eu quelques bons profs, quelques bons doyens, que ce soit c'est dans l'université ou cégep ou peu importe. J'ai eu certaines personnes, parce qu'il y a des pourris comme dans n'importe quoi, là, mais des bons profs, puis des bons mentors qui m'ont supporté la tête. Et j'ai eu la chance de ne pas avoir eu de parents. Oui. Et vous êtes rendu où? Oui. Parce que ma famille, j'ai une très, très grande famille, puis des deux côtés, mais il y a trop de gens, je vous dirais, toxiques ou vraiment là, qui sont pas à fréquenter. Carrément. C'est ça que je m'aperçois comme adulte. En fait, non, ça a bien fait que je les fréquente pas, parce qu'aujourd'hui, je serais pogné avec eux autres, là, d'un party de Noël, ou peu importe. Parce que je me souviens que c'était des parties de Noël très violents, très ci, très ça, hein, parce qu'il y a beaucoup de criminels en plus là-dedans. Il y a beaucoup de criminels, entre autres. J'ai une partie de ma famille, la moitié de la famille est comme criminelle. Oui. Peut-être c'est génétique, je ne sais pas. Mais excellent. Et là, vous faites quoi dans la vie, Jonathan? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Puis, comment va votre vie actuelle? Je travaille un petit peu partout dans le monde. J'ai plusieurs entreprises. Puis, je fais ce que j'aime dans la vie. Puis, même au niveau même de la santé, je suis plus en santé que je l'avais été, même dans mes entraînements à l'âge de 20 ans. OK. Excellent, Jonathan. Merci beaucoup, Jonathan. Merci d'en témoigner. Au revoir. Oui. On commence à recevoir plusieurs histoires, nos lignes également. Au retour de la pause, nous allons parler avec Richard, avec Yannick de Shawinigan. Je trouve cet exercice-là incroyable. Je reviens encore là-dessus parce que moi, ma grande révélation depuis qu'on travaille ensemble, vous et moi, là, c'est ça. La difficulté à regarder en face nos parents, de qui on vient. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus douloureux pour un humain, de devoir faire ça. Et d'être capable de le faire, je pense que ça peut être salvateur. C'est comme ça qu'on dit ça. C'est intéressant, je trouve, et je lis des courriels que je vous lirai tantôt, là. Je trouve ça très intéressant. On va à la pause. Si vous voulez réserver votre circuit téléphonique et répondre à notre question, à qui attribuez-vous votre réussite alors que tout vous prédisposait à l'échec? Mais c'est le temps de le réserver maintenant. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Je veux vous lire une histoire avant de parler avec Yannick de Shawinigan. Une auditrice qui dit « Mon conjoint, né d'un père meurtrier, plus de 35 ans de prison maintenant, mort à l'hôpital menotté aux pieds, et d'une mère droguée alcoolique. Tous ses frères sont soit pédophiles ou toxicomanes. Mais lui a choisi qu'il n'emprunterait pas ce chemin. Il a commencé à travailler à 14 ans pour subvenir à ses propres besoins.
On s'est rencontrés à l'âge de 16 ans. Et nous sommes mariés à 19 ans, avons 3 super enfants. Il est un père excellent. Nous sommes en couple depuis 20 ans et toujours autant en amour. Mais le plus drôle là-dedans, c'est qu'il n'a jamais eu l'approbation de sa mère, aucun amour, plus une jalousie maladive. Elle n'a jamais aimé nos enfants, toujours eu raison pour ne pas avoir eu une raison pour ne pas venir nous voir, mais elle idolâtre son fils qui est pédophile. Ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde, oui. C'est très plausible qu'il en soit ainsi. C'est Spécial, des choses qui arrivent. C'est spécial, Ah oui. vraiment. Il y a, à des degrés différents, les mauvais parents sont majoritaires. C'est plus que 50%, les amis. Et ça vient de moi. Ça se peut que je me trompe, mais si j'ai raison, vous avez toute une chic à avaler. Mais ça serait intéressant de lui parler pour savoir, lui, c'est qui a été sur son chemin, là. Ouais. Parce qu'il était dans un environnement totalement malsain. Hein? Oui, mais il y a, écoute, d'un environnement de criminel, à l'occasion, il peut y avoir naissance de bonnes graines. Et la bonne graine résiste à l'influence familiale. Ça, c'est connu. C'est peut-être ça qui a fait tuer sa mère. Ben oui, ben oui. Ah, t'as une famille alors qu'elle défrontée. aurait dû être fière. Non, ben là, depuis quand qu'une mère qui a une personnalité trouble, une personnalité encline à la criminalité, va admirer la bonté. Voyons, regarde, c'est comme demander à un être qui est profondément méchant d'être admiratif face à la bonté de quelqu'un. Non. Impossible, José. Niette. C'est comme l'eau et le feu. Un éteint l'autre. On va parler avec Jannick qui nous appelle de Shawinigan. Bonjour, Jannick. Bonjour, ça va bien? Jannick, on vous écoute. Oui, donc moi, écoute, je suis native de Shawinigan et vers l'âge de 7 ans, ma mère, qui avait la garde légale, a déménagé à Québec. Et ma mère avait des problèmes d'alcool et aussi, je te dirais, peut-être des troubles de santé mentale qu'aujourd'hui, on ne sait toujours pas. Et ma mère a dû me placer et j'ai fait plus de 20 familles d'accueil. Et j'ai vécu de l'abus psychologique et sexuel. Et je vous dirais, vers l'âge de 15 ans, mes grands-parents ont réussi à me ramener vers Shawinigan. Et finalement, j'ai été placée dans une famille d'accueil qui a complètement changé, je te dirais, le cours de ma vie. C'était des gens qui ont su m'accompagner, ils ont su, dans le fond, reprendre le fil de mes émotions parce que je vous dirais que j'étais relativement très perdue et très perturbée. Alors, vous avez quel âge maintenant, Jannick? 42 ans. Vous avez 42 ans. Oui. Et parlez-nous de votre présent un peu. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, puis comment va votre vie? Écoutez, moi, j'étais à l'école, j'étais longuement directeur de compte au Centre financier aux entreprises. Et présentement, j'ai 3 résidences, 2 entre autres de personnes âgées et une en multiproblématique santé mentale. Et c'est vous qui avez créé ça? Oui, je tente de changer un peu ma vision et les façons de faire, oui. Oui, et votre vie personnelle, ça dit quoi? Alors, sur le plan professionnel, vous êtes occupé, indéniablement, et vous fonctionnez à un très haut niveau. Sur le plan personnel, votre vie personnelle, ça a l'air de quoi? Au niveau personnel, j'ai pas d'enfant. La vie a fait que j'ai pas pu en avoir. Et je suis en couple avec une personne qui lui a 2 enfants et on a la garde un des enfants. Oui. Et? Et je serais honnête avec vous, là, j'ai une vie quand même assez, je vous dirais, ma vie est pas mal beaucoup de travail. J'ai pas nécessairement beaucoup de loisirs. Le temps va pouvoir me le permettre. Là. Présentement, je suis en développement au niveau de mon entreprise. Ça rejoindre comme un peu de temps à ce niveau-là. Je suis pas nécessairement bien équilibré au niveau travail, famille et tout. Ben là, travail-famille, ouais. Travail-famille, c'est toujours délicat, hein? Même si votre conjoint a la garde. Quel âge a l'enfant? Ça fait combien de temps que vous êtes en couple, d'abord? Ça fait 3 ans. Moi, j'étais mariée pendant 13 ans, divorcée il y a 5 ans. Mm-hmm. Et présentement, je suis avec mon conjoint, ça fait 3 ans. Bon, et quel âge avait l'enfant? Quel âge a l'enfant actuellement? Celui dont il a la garde?
14 ans. Un garçon? Oui. Victor a 14 ans, oui. Bon, vous savez, votre implication auprès d'un enfant de 14 ans, né du conjoint, est très limitée. Hein? Alors, faites-vous-en pas avec ça. Là. Allez pas vous culpabiliser là, de pas jouer à mère avec. Là. À 14 ans, premièrement, il n'y a pas beaucoup besoin d'une mère. Alors, c'est beaucoup plus à son père de s'en occuper. Est-ce que son père a le temps de s'en occuper, ce garçon-là? Oui, vraiment. Je te dirais que oui, vraiment. Bon. C'est Super. Alors, continuez à travailler fort et à vous amuser dans vos business. Ben, merci beaucoup. Merci, Jeannette. Bye. Ben oui. Ce qui me Faut marque... pas qu'est-ce que écoute, un garçon de 14 ans qui rentre dans le décor, il y a son père, il y a sa mère, il y a ses grands-pères, il y a tout le kit. Son implication, c'est d'être bienveillante, d'être gentille dans son contact avec elle, mais son rôle est quand même très limité, n'est-ce pas? Oui, oui. Mais on moi, va s'entendre là-dessus. Ce qui me marque, c'est qu'on entend souvent des histoires d'horreur de familles d'accueil, puis enfin, on a une bonne. Enfin. Oui. Parce qu'habituellement, quand on entend parler des familles d'accueil, c'est souvent négatif. Un peu comme les travailleuses sociales. Puis là, aujourd'hui, on en a eu. Il y a Nicole, là, que Maggie nous a parlé. Il y en a une. Bien, en tout cas. Puis une famille d'accueil aussi, là, de la part de Jannick. Mais qui était, comment? Explique-moi donc une chose. Jannick, elle a 42 ans. C'est pas dans les années 30. Non. Elle a 42 ans, chers amis. Elle a fait, pendant son enfance, à partir de l'âge de 10 ans, donc ça fait à peine 30 ans, elle aurait fait 20 familles d'accueil. Expliquez-moi ça, comment on peut réussir à shifter, j'utilise le mot sciemment, un enfant dans 20 familles d'accueil. Non, ça, c'est épouvantable. Voulez-vous bien me dire comment une travailleuse sociale ou une équipe de travailleuses sociales peut réussir ça? C'est un tour de force, là. Hey, 20, c'est de la peau. Dans les années 30, on entendait ça. 40, 50, 60. Chers amis, Jannick a 42 ans. Je lui ai demandé son âge. Donc, ça fait à peine 30 ans. Hey, c'est dans les années 90. Ça commençait, la révolution culturelle, là, au Québec. Ça faisait un petit bout de temps qu'elle était commencée. J'espère que c'est pas encore comme ça, hein? Je le sais pas. J'espère que non. Écoute, elles s'en vendent pas, hein? Ah non, écoute, les travailleuses sociales ne sont pas un groupe uniforme. Oui, il y a des Nicole, mais j'ai l'impression qu'il en manque un peu des Nicole. Donc, avant d'aller à la pause, on va demander à Richard de patienter. On va lui parler pour prendre le temps, là, au retour. Je veux juste lire une auditrice. Elle dit « J'ai bénéficié de 2 parents sur le BS, un père alcoolo, batteur de femmes. Bref, je remercie ma tante, sœur à ma mère, qui m'a prise sous son aile. Et sur 4 enfants de cette union, je suis la seule qui travaille, maison payée, 2 beaux enfants et je travaille pour ce que j'ai et je suis fière de ce que j'ai fait. Merci à cette tante, sinon je ferais sûrement partie de ces nombreux BS. » Merci, chère auditrice, d'en témoigner. Là, José, l'influence de Dieu, là, ça commence à faire. Je veux bien qu'on remercie Dieu, là, mais on va commencer par remercier les personnes qui ont eu un impact positif sur nous. Des personnes qui ont réparé des torts qui nous ont été causés. C'est pas Dieu qui a réparé ça, là. Pas Dieu, le petit Jésus de la Sainte Vierge, là. Hein, les anges, là, non, c'est ma tante qui s'est dévouée, qui est devenue disponible. Puis on a vu le résultat. Sur 4 enfants, c'est la seule qui a réussi. Tout à fait par hasard. Oui. Tout à fait par hasard. Ma tante s'en mêle, gardons ça. Elle réussit, les autres échouent. Tu sais, c'est un peu emmerdant ce matin, les résultats du YMCA du Québec. Si c'est vrai leur affaire, là, on a toute qu'une porte de sortie à prendre pour vaincre la misère sociale et ses affres. C'est quasiment révolutionnaire, hein? C'est vrai, c'est révolutionnaire. Oui. Puis pourtant, c'était juste dans la lettre d'opinion, là. Il aurait dû faire un gros article là-dessus. Eh bien, la lettre d'opinion... alors, si Stéphane Vaillancourt, le président-directeur général des YMCA du Québec, a raison dans les résultats qu'il publie, c'est la nouvelle de l'année. C'est la nouvelle de l'année. Parce que
ça vient de nous ouvrir une porte sur l'amélioration. Hey, Doc, on doit s'arrêter. On va aller à la pause. Ça n'a pas d'allure. Je suis en train de m'enflammer. Ben non, mais c'est le fun. On est pris par le temps. Hein. Parce que souvent, on n'a pas de solution. Au Québec, on est fort sur les problèmes, mais faible sur les solutions. Solution. Ben, efficace. En fait, vous l'aviez déjà, c'est juste que là, ça le confirme. Je vais le dire, moi. On va à la pause. Au retour, nous allons parler avec Richard. Vous pouvez témoigner, vous aussi, et nous dire à qui vous attribuez votre réussite alors que tout vous prédisposez à l'échec. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Doc, je vais vous lire un courriel qu'on a reçu après avoir parlé à Richard, parce que Richard, ça fait longtemps qu'il attend. On va lui parler tout de suite. Bonjour, Richard. Oui, bonjour. Ça me fait plaisir de vous appeler. Je vais essayer d'être bref et précis. Moi, ça se passe en trois étapes de ma vie. 6 ans à 16 ans, malheureux comme les pierres. 16 ans à 20 ans, j'ai fait 4 ans d'études en psychopédagogie. Oui. Le reste. Après, je reviens à mes 3 aidants, là. J'en ai eu un en 10e année. Un prof au secondaire qui était extrêmement gentil avec tout le monde, mais avec moi en particulier, puis qui m'a aidé, même si on ne s'est pas parlé souvent, ça a été pour moi comme une mine d'or. Après ça... Attendez un petit peu. Juste sa gentillesse vous a amené ça. C'est ça. Oui, juste ça. Ben, je le mets en lumière parce que des fois, on ne se rend pas compte de l'importance de la gentillesse. C'était... je m'en souviens, je me rappelle son nom. J'ai même pensé le communiquer, mais je veux pas prendre trop de temps. Je vais passer tout de suite à ce qui s'est passé après. De 16 ans à 20 ans, j'ai étudié en psychopédagogie pour enseigner. Oui. Puis là, pardon? Oui, je vous écoute. OK. Puis là, j'ai rencontré un de mes profs qui m'a un peu pris sous son aile parce que j'étais extrêmement, mais pas gêné, là, extrêmement gêné. J'ai craqué pendant un exposé oral, puis je devais enseigner, imaginez. Je voulais enseigner au secondaire. Puis il m'a aidé beaucoup, mais ça a été très bref. Puis après ça, quand j'ai commencé à enseigner, là, j'ai vraiment craqué, mais j'ai pas lâché l'enseignement. Là. J'ai eu tout de suite, en commençant à enseigner, de l'aide, une référence que j'ai eue, là, de l'aide de quelqu'un c'est un psychologue. Oui. Un psychologue 20 ans plus âgé que moi qui m'a pris sous son aile puis qui m'a dit n'importe quand t'appelles. Puis, c'est gentil, ça. C'est bien d'en trouver. Parce que tout à l'heure, on a eu Nicole, une travailleuse sociale, qui s'est avérée une personne très aidante. Et là, vous avez eu la chance de rencontrer un psychologue qui avait une étude bienveillante envers vous. C'est le fun, c'est beau. C'était ça ou le suicide, pas compliqué. Là. Parce qu'enseigner... oui, c'était vraiment... Il y a eu des événements très, très marquants quand j'avais 12 ans. Là. Puis après ça, j'ai été 6 mois très intenses avec lui, là. 1, 2, 3 fois par 15 jours. Là. Oui. Puis des rencontres là, très significatives. Et ce qui a été le plus difficile, c'est de voir mes parents comme ils étaient. Ça a été vraiment une souffrance extrême. Oui. Puis... là, je le dis, je vais me calmer, là. Je le dis tout bonnement, c'était vraiment ça. Mais c'était assez bien dilué, la souffrance, retour dans le passé à tous les âges, là. C'était assez bien dilué pour pas que je lâche l'enseignement. Après ça, pendant 34 ans dans la même polyvalente, j'ai pété le feu, j'ai été comme la super vedette FAC, par exemple, des élèves. Pas nécessairement des... Oui, puis je vais ajouter une chose. Oui. Il a passé à Polyvalente où j'ai travaillé 6, 7, 8 psychologues le temps que j'ai été là. Il y en a 1 ou 2 qui étaient capables de voir leurs parents comme ils étaient. Les autres n'étaient pas capables. Puis par le fait même, je pense qu'ils n'étaient pas capables d'aider les élèves qu'on référait. Même que le psychologue ne savait pas trop ce que j'avais vécu, mais il me demandait quoi faire avec ces... Alors, vous êtes en train de nous dire qu'il y aurait un pourcentage significatif d'intervenants
dans votre expérience, entre autres des psychologues, qui étaient même pas capables de regarder leur enfance telle comme elle fut et qui essayaient d'aider des jeunes. Même s'ils avaient tout appris par cœur, moi, la psychologie, je l'ai étudiée pendant 4 ans pour devenir enseignant. Oui. C'était ma matière préférée. Puis, discrètement, secrètement, puis, sans s'en rendre compte, les étudiants savaient que j'avais vécu des choses difficiles. Ils le sentaient. Ils le sentaient, puis à cause de ça, je m'étais juré ou promis de jamais faire souffrir les autres, les étudiants, entre autres. J'en ai eu des milliers. Chers auditeurs, on pourrait peut-être en profiter ce matin pour inviter les intervenants, travailleuses sociales et psychologues, à oser davantage regarder leur propre passé, leurs propres parents et l'impact que ça a eu sur leur développement avant d'intervenir et vouloir aider. Oui. Merci beaucoup, Richard. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Une occasion extraordinaire d'inviter. Au lieu de chialer, on va les inviter. Alors, à partir du moment où il y a beaucoup de monde dans la collectivité qui va être capable de faire l'exercice, psychologues et travailleuses sociales n'auront pas d'autre choix que de... Mais même comme parent, moi, je suis certaine que tu es un meilleur parent quand tu es capable de regarder définitivement. D'où tu viens réellement. Ben oui, définitivement. Ouais. On va aller à la pause. Ça va être notre dernière partie d'émission. Réservez votre circuit téléphonique. À qui attribuez-vous votre réussite alors que tout vous prédisposait à l'échec? Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, dans l'émission, moi, je trouve ça fascinant, je trouve ça décourageant, je trouve ça... Au contraire, c'est encourageant. Ben oui, parce qu'on a des pistes prometteuses. Oui, c'est parce qu'on... Des voix porteuses. Oui, mais en même temps, ça nous donne un reflet de notre société. Je vais le dire, c'est ce que j'arrête pas de vous dire dans les pauses. Là. Chaque fois qu'on va en pause, je vous dis toujours, je suis découragée. J'ai l'impression qu'on a un filtre d'hypocrisie par rapport à notre société. Tu sais, on dit regarder d'où on vient réellement, là, mais il faut regarder la société aussi, là, où on en est, faire un constat réel. Ouais. C'est comme si on n'osait jamais le faire. Vous, combien de fois vous vous faites taper ses doigts quand vous dites que le Québec n'aime pas ses enfants? J'ai été la première à le faire au début. Je me disais, voyons donc, vous exagérez. Mais là, je peux plus dire ça, là, avec tous les témoignages qu'on entend quotidiennement dans l'émission, ceux d'aujourd'hui encore. Chers amis, Jannick a été, à partir de 7-8 ans, a été placée dans 20 familles d'accueil. Entre 7 ans et 15 ans. 20 familles d'accueil. Avez-vous pensé ce que ça peut représenter pour un enfant? Il faut haïr l'enfant pour faire ça. On ne ferait pas ça avec un chien parce que le chien deviendrait fou et il ferait sa crotte puis il pisserait partout. Tous les connaisseurs de chiens savent ça. Mais non, 20 places. Tous les chiens sont dingues. On fait ça à un enfant, à une fillette et à une jeune fille. Jusqu'à temps que ses grands-parents soient absolument dit, ça n'a pas de maudit bon sens ce qu'ils sont en train de faire. Ils vont la démolir. Non, ils n'ont pas réussi. Les grands-parents sont intervenus, ils l'ont sauvée du bourbier et elle s'est épanouie. C'est extrêmement encourageant et prometteur. L'être humain... Les tantes, hein? Oui. Il y a un constat aussi qui revient souvent. Les tantes sont présentes, puis il y a beaucoup de pères alcooliques. Il y en a un qui nous a écrit et dit, moi, je l'attribue d'une certaine façon à ma tante où j'ai été placée en famille d'accueil dans ma jeunesse. Dernier d'une famille de 7, j'ai perdu ma mère jeune, moi 5 ans, elle 38. Mon père étant alcoolique et sans outils efficaces pour nous élever, nous avons été placés. D'une certaine façon, j'ai été chanceux car j'ai été placée dans la famille de la sœur de mon père, ma marraine, où je me suis retrouvée encore une fois, le dernier de 7. Pendant le reste de mon enfance, je me suis fait dire et gueuler par ma tante que je fais rien de bon dans la vie et que je finirais comme mon père et mes frères et sœurs. Moi, pendant toute mon enfance, dans mon intérieur, je me suis dit que je ne lui donnerais pas raison. Et je crois avoir réussi. Je ne suis pas alcoolique, je ne prends pas de drogue, je vis bien avec ma femme et mes 2 enfants et j'ai, selon moi, une bonne carrière, maison, chalet, moto, donc assez prospère malgré beaucoup de difficultés en chemin. Donc, est-ce grâce à moi ou un peu grâce à ma tante qui m'a écrasé toute ma jeunesse?
Hey, je l'avais pas lu jusqu'à la fin. Je pensais qu'elle l'avait vraiment aidé. Mais il dit, j'ai décidé de ne jamais lui donner raison. Même si ma tante est décédée quand j'ai eu 18-19 ans, j'ai quand même décidé de ne jamais lui donner raison. Bon, il y a des êtres humains qui ont une stamina, une force intérieure inébranlable. Ça existe. Il y a des êtres humains que l'adversité ne peut pas abattre. Et on ne sait pas pourquoi, on appelle ça de la stamina, c'est-à-dire on réfère à une force intérieure qui est innée, qui est génétique, qui a hérité des deux côtés de ses parents. Mais c'est une sorte de vengeance, mais positive. Hein, oui, mais il avait la force pour appliquer sa vengeance. Alors, indéniablement, peu importe l'angle sur lequel on prend ça, là, on arrive à la force intérieure. Il y avait la force de se venger. Oui. La force, c'est vilain, hein? Vilain Mailloux, encore une fois, 2 fois ce matin. La force de se venger. Mais quelle vilainie! C'est un blasphème, ça, proféré sur nos ondes. Non, mais moi, je suis certaine qu'il y en a beaucoup que c'est ça leur allumage, là. C'est ça qui les maintient en vie. C'est épouvantable, ce que je peux dire. La force de se venger. Pour se venger, ça prendrait une force. Y a-tu quelqu'un qui a déjà écrit ça en quelque part? Non, mais Doc Mailloux, il me semble que tu peux pas te venger si t'es faiblard, là. C'est un pléonasme même, selon moi. Ça prend une force pour se venger. C'est vilain, quand même. Tu sais, aujourd'hui, là, on voit le positif, là, OK? Mais on aurait pu y aller négativement, là. De qui avez-vous voulu vous venger, là? D'un prof qui vous dit vous ferez jamais rien dans la vie, puis vous allez le revoir un jour avec votre diplôme en main, là. On en a un qui nous a écrit comme ça. Je vais essayer de le trouver tantôt, là, mais pour tout de suite, Karine, elle a dit, lorsque j'étais petite, 15 jours, ma tante m'a gardée à partir de ce moment jusqu'à la rentrée scolaire. Et de 15 jours jusqu'à la rentrée scolaire. Elle a été aimante, douce et tellement une bonne maman pour moi. D'ailleurs, c'est elle que j'ai appelée maman pour la première fois. Ma mère biologique n'était pas maternelle du tout. Elle travaillait comme une folle car mon géniteur était alcoolique. Bref, si je n'avais pas eu ma tante Ginette, je ne serais pas là. Bonne maman que je suis, elle m'a tout appris, surtout à aimer. C'est un beau témoignage, ça. Oui. Et, malheureusement, chère auditrice, nous ne pourrons pas blâmer le travail pour la froideur de votre génitrice. Non, ouais. Non, oui. Pas avec moi. Non, mais c'est plus facile. On rit, mais c'est pas drôle, là, mais... Tentant. C'est ça, c'est moins impliquant, là. Je vais lire également Mathieu. Il dit 2 personnes ont eu un impact immense sur mes succès en écriture. 2 profs. Chacun ont eu à mon égard des mots d'encouragement. Bref, mais bien sentis. Je réalise aujourd'hui que ma mère a tenté de saboter mes réussites. Par exemple, après lui avoir partagé ma fierté d'avoir complété un atelier d'écriture parsemé de plusieurs embûches, elle a sous-entendu que je n'aurais pas réussi si ce n'avait pas été des encouragements de mon prof. Ou encore, elle a réagi avec un total désintérêt lorsque je lui ai annoncé que j'avais complété mon premier roman. Elle n'a pas voulu accorder de mérite à son fils. Y aurait-il des mères méchantes? Jalouses? Jalouse? Envieuse? Jalousie, ça, c'est... Petite? Comment tu peux ne pas être fier de ton fils qui réussit un accomplissement, là? C'est fréquent au Québec. Alors, il y a beaucoup de mères indignes. Et l'indignité maternelle est tabou, malheureusement, dans la nation canadienne-française. J'ignore dans les autres cultures, je parle de la nôtre que je connais. Rapidement, Doc, parce que l'émission tire à sa fin. Encore une fois, c'est le travail, là. Elle dit, moi, c'est mon professeur de maths en secondaire 2. J'ai été élevée chez mes grands-parents maternels sur l'aide sociale car ma mère monoparentale travaillait beaucoup, mais à bas salaire, car comme elle n'avait qu'un secondaire 2 et m'ayant eu à 17 ans, elle faisait de son mieux avec ses ressources. J'ai doublé ma 5e année et à l'école, j'étais dans la lune et je voulais finir au plus vite mon secondaire. Je visais le 60% pour passer jusqu'au jour où j'ai rencontré mon prof de maths. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il m'a appris à aimer les maths. J'allais avoir 88% sur mon bulletin et j'ai proposé au prof de faire des exercices supplémentaires pour avoir mon 90%. Il a dit oui et à partir de là, l'attitude pour l'école a changé et j'ai fait mes maths fortes en secondaire 5. Je suis entrée au cégep et je suis maintenant technicienne comptable à mon compte et je gagne d'excellents salaires comme technicienne. Ce qui est dommage, c'est que les enseignants ne savent pas comment ils peuvent influencer les jeunes. Touchant comme témoignage. Alors, chers auditeurs, nous ne pourrons pas
nous ne pourrons pas conclure à autre chose que la conclusion de cette auditrice. Il y a quelqu'un qui s'est intéressé à elle, qui a été bienveillant, et ça a eu un effet bœuf, un effet positif extrêmement important. C'est beau? Ouais. C'est vraiment beau, ce témoignage-là. Il y a une prof qui a écrit aussi, une enseignante, maintenant à la retraite. Là, je fais ça vite encore une fois. C'est un beau message, mais elle dit « Avoir une attitude bienveillante envers nos élèves n'est pas courant. » Aussi, je vous dirai bien honnêtement que ça suscitait de la jalousie et de l'envie envers certains enseignants de constater à quel point il faisait bon vivre une année scolaire dans ma classe. J'espère que l'étude dont vous avez fait mention va faire son chemin dans nos écoles. Beaucoup d'enfants sont en manque de la présence de parents disponibles et à l'écoute. Et oui, un enseignant signifiant peut faire une différence dans leur vie. Je reçois plusieurs témoignages ici qui me le confirment. Définitivement. Témoignage. Elle l'a vécu. Attitude bien... Oh, elle a insinué quelque chose qui est laid. Je sais. Elle a dit que l'attitude... C'est pas courant. L'attitude bienveillante de l'enseignante n'est pas courant. Quand c'est Mayou qui dit ça, ben là, on met ça de côté. L'enseignante en témoigne. Son expérience de vie confirme qu'il y a beaucoup d'enseignantes qui sont pas fines avec les élèves. Oh! C'est méchant de dire ça. Ça en fait beaucoup. Aujourd'hui... Oui. La table est pleine, n'en mettez pas plus. C'est ça. Un gros lundi. Alors, on va se souhaiter une grosse semaine aussi, qu'on avance un peu. Doc Mayou, merci beaucoup encore une fois. Oui. Merci à notre équipe. Merci à Alex à la mise en onde et Olivier à la recherche. Passez une belle journée. À demain, tout le monde. Doc Mayou et José. Soyez là demain, 9h30.